Bonjour et bienvenue à cette rediffusion du webinaire Quand les pratiques et procédures causent du tort aux résidents en milieu de vie collectif, apprendre des erreurs des autres. Ce webinaire, organisé par la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées et présenté par Mélanie Couture, a eu lieu le 9 juin 2026 dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Ce webinaire, inspiré de données récentes, visait à engager une réflexion sur les manifestations de maltraitance organisationnelle au sein de différents milieux de vie collectifs pour les personnes aînées. Si vous souhaitez revoir les informations clés présentées durant ce webinaire, nous vous invitons à consulter le site web de la chaire. Une fiche synthèse de 2 pages y est disponible. Celle-ci contient les principaux points abordés ainsi que des références scientifiques à l'appui, puisque la présentation était ancrée dans la recherche. Le lien vers la fiche synthèse est disponible dans la description de la vidéo. Merci beaucoup de votre intérêt et bonne écoute. Pourquoi qu'on a choisi le sujet de la maltraitance organisationnelle en cette presque journée de sensibilisation à la maltraitance? C'est parce qu'on est aussi en réflexion par rapport à la définition de la maltraitance organisationnelle. On a un projet de recherche en cours pour être en mesure d'établir qu'est-ce que les établissements font pour gérer les situations de maltraitance organisationnelle. Donc, on est en train de faire aussi un répertoire, donc quel type de situation qu'on rencontre et aussi qu'est-ce qu'on peut faire quand on rencontre ces différentes situations-là. Donc, je me représente, Mélanie Couture, professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Le titre, c'est Quand les pratiques et les procédures causent du tort aux résidents en milieu de vie collectif, apprendre des erreurs des autres. L'idée ici, aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter des exemples plus concrets de maltraitance organisationnelle provenant de la littérature, mais c'est des exemples plus concrets aussi pour aider les gens à identifier justement les pratiques et procédures qui peuvent être problématiques. Donc, on s'inspire de la littérature internationale et c'est vraiment pour donner des exemples très concrets. Et je vous dirais que l'équipe de la chaire de recherche a a été surpris de la profondeur des différents écrits qu'on a trouvés et ça l'a vraiment approfondi nous-mêmes notre réflexion sur la maltraitance organisationnelle et je voulais vraiment partager ces apprentissages-là avec vous. Parce que c'est beau la définition, c'est sûr que je vais vous la présenter, je n'ai pas le choix. Mais il faut aller vraiment plus loin pour bien comprendre comment ça s'exprime dans la vraie vie. Je tiens à dire que les exemples aujourd'hui sont principalement dans les établissements de soins de longue durée, des types de milieux de vie collectifs, parce qu'on a dû, compte tenu du temps, faire certains choix. Et comme je dis, il va y avoir d'autres présentations aussi qui vont découler et même un répertoire à long terme du projet de recherche qui est présentement en cours à la chaire de recherche. Donc, ce qu'on vous présente, c'est une partie de la revue de littérature qu'on a fait qui a amené justement notre réflexion plus loin dans l'élaboration du projet de recherche qu'on a présentement en cours. Le recrutement va être plus cet été. On va chercher des RPA, des RI et des RPA, des résidences privées pour aînés, des ressources intermédiaires et aussi des centres d'hébergement de soins de longue durée, des CHSLD, qui vont vouloir nous expliquer comment ils ont procédé pour gérer les situations de maltraitance organisationnelle. On part bien sûr avec l'idée que toutes les organisations sont à risque. Même dans les meilleures, il y a parfois des plaintes qui sont faites parce qu'il y a des pratiques et procédures qui causent du tort. Le but, c'est d'améliorer les choses quand on reçoit ce type de plainte-là ou des signalements. C'est pas de le cacher, c'est pas de dire on est les meilleurs parce qu'on n'en a pas. C'est vraiment pas ça le but. C'est au contraire, je félicite les organisations qui entreprennent des procédures pour justement régler les problèmes de maltraitance organisationnelle parce que c'est normal. Je crois que dans votre propre vie, il y a toujours des choses qu'on essaie qui fonctionnent moins bien et des choses qu'on se rend compte qui ne fonctionnent pas et qu'on doit régler aussi. Fait que ça fait partie de la vie, je dirais. Le problème, c'est surtout quand les organisations ignorent les plaintes, les signalements et essaient de cacher
les pratiques et procédures qui causent du tort ou de minimiser les torts qui sont vécus par les résidents et aussi les proches. On va pouvoir en parler un petit peu plus loin. Donc, aujourd'hui, le but de la présentation ou du webinaire, c'est basé sur les données scientifiques récentes. On va se familiariser avec le concept de maltraitance organisationnelle pour aussi offrir une réflexion sur les types de manifestations de maltraitance organisationnelle au sein de milieux de vie collectifs pour aînés. C'est sûr qu'on peut aussi avoir de la maltraitance organisationnelle dans d'autres types d'établissements, y compris, par exemple, des hôpitaux, mais on va se concentrer ici pour être plus concret possible. Comme je dis toujours, la maltraitance, ça s'habille différemment d'un contexte à l'autre, d'où l'importance d'en parler de façon plus concrète dans différents contextes. Et donc, l'idée aussi, c'est que je vais vous présenter des études, mais qui sont vraiment éclairantes sur le processus de la maltraitance organisationnelle à l'intérieur des établissements de soins de longue durée pour personnes aînées. Il faut tenir compte qu'il y a 150 000 Québécois et Québécoises de 65 ans et plus qui vivent justement dans des milieux de vie collectifs privés ou publics. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de différence entre le public et le privé. Et le but d'aller dans ces établissements-là, c'est vraiment de pallier une perte d'autonomie, d'augmenter, si possible, leur sécurité, mais aussi de diminuer leurs obligations reliées à leur vie quotidienne. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des établissements de soins de longue durée, le but est de fournir des soins, dont des soins infirmiers, le service de lavage il est sur place, le ménage est sur place, l'alimentation est fournie sur place. Donc, c'est s'assurer que les activités de la vie quotidienne sont couvertes, y compris aussi les soins médicaux. Et ces organisations-là doivent s'assurer de la sécurité des résidents. Pourquoi que je vous dis tout ça? C'est aussi que la maltraitance organisationnelle est en mesure aussi des obligations des organisations. Donc, il y a une limite aussi à ce que les organisations peuvent fournir et peuvent promettre aussi. Donc, il y a toujours aussi une considération légale de l'organisation. Elle s'est engagée à fournir quoi exactement? Ça, c'est important à comprendre parce qu'on ne peut pas dire « Ah, ben tu ne m'as pas donné telle affaire, c'est automatiquement de la maltraitance organisationnelle. » Non, ça dépend de la mission de l'organisation et de ses responsabilités légales aussi envers les résidents. Par exemple, c'est très différent dans les résidences privées pour aînés et on va le voir dans les différents baux, qu'est-ce qui est inclus ou pas selon les coûts. Les CHSLD, c'est certains types de services et surtout des soins médicaux qui sont là aussi également. Donc, ça change d'une organisation à l'autre et ça, c'est important. C'est sûr qu'on a une certaine cohérence au Québec, par exemple, entre les CHSLD jusqu'à un certain point du fait qu'on est dans le public, on doit suivre sensiblement les mêmes règles. Quand on est dans le privé, on arrive à autre chose, mais il y a des engagements légaux de ces organisations-là et des limites aussi à ce qu'ils sont obligés de fournir. Ce qui est, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que les milieux de vie collectifs ne sont pas dépourvus de maltraitance. Ça arrive, mais le but, c'est de régler les problèmes. C'est surtout ça qui est important. Donc, comment s'exprime la maltraitance organisationnelle sur le terrain et comment la reconnaître aussi à la lumière de l'état des connaissances empiriques, donc en recherche. Bon, comme je vous ai dit tantôt, je vais partir avec la définition de la terminologie au Québec parce qu'il faut la décortiquer un petit peu pour bien comprendre les exemples que je vais amener plus tard. Qu'est-ce que la maltraitance? Donc, je pars à la maltraitance avant même d'arriver à la maltraitance organisationnelle parce que ce qui est important de comprendre au Québec, c'est que dans la définition de maltraitance, on inclut que la maltraitance peut se produire dans une relation de confiance avec une personne, une collectivité, mais avec une organisation également. Fait que ça, c'est important de comprendre. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on inclut la maltraitance organisationnelle. Au Québec, oui, et c'est aussi inscrit dans la loi 6.3 pour contrer la maltraitance. Donc, ça, c'est important à comprendre qu'on a cette particularité-là au Québec. On a aussi la particularité que la maltraitance peut être intentionnelle ou non. Important à comprendre à ce moment-là, ça veut dire que même si l'organisation ne veut pas causer du tort ou même essaye de faire bien les choses et qu'il y a quand même de la détresse ou du tort causé, ça reste de la maltraitance organisationnelle si c'est via aussi les pratiques et procédures. On le voit ici, la maltraitance organisationnelle, c'est toute situation préjudiciable créée ou tolérée, c'est important, créée ou tolérée.
c'est là que je disais que ne pas s'attarder à des pratiques, procédures problématiques et aussi de la maltraitance organisationnelle. Et la maltraitance organisationnelle peut avoir lieu dans les organisations privées, publiques, mais communautaires aussi, qui offrent des services aux personnes aînées. Ça peut être personnes adultes aussi. Comme vous le savez, la définition de maltraitance au Québec s'applique aussi aux adultes en situation de vulnérabilité. Donc, peu importe l'âge, situation de vulnérabilité, la loi entre en compte également. Ceux qui suivent souvent la chaire de recherche, les webinaires, vous comprenez qu'il y a deux formes de maltraitance, violence et négligence. C'est la même chose pour la maltraitance organisationnelle. C'est important ce que je vous dis parce que ça va revenir tout à l'heure dans les exemples concrets. Au niveau de la violence organisationnelle, on parle principalement de conditions, de pratiques organisationnelles, qui excluent les personnes aînées des prises de décision qui les concernent. Donc, il y a un aspect consentement, prise de décision qui fait partie souvent de la maltraitance organisationnelle. On va voir des exemples concrets plus tard. Aussi, ça peut être des décisions organisationnelles qui entraînent le non-respect du choix des résidents également. Donc, normalement, en tant que personne, on a des choix. Et si on choisit quelque chose et que ce n'est pas offert et pas donné, on reste dans la violence. Et aussi, des décisions organisationnelles qui vont limiter l'accès à des programmes d'aide de façon injustifiée ou à différents éléments offerts dans la résidence comme telle ou dans le CHSLD également. Gardez ça en tête pour tout à l'heure. Et la négligence, donc c'est l'absence d'action appropriée. Ça peut être l'offre de soins ou de services inadaptés aux besoins de la personne. Donc, normalement, l'établissement, s'il accepte quelqu'un, il devrait répondre à ses besoins et que les services soient adaptés à la condition de cette personne-là. Lorsqu'il y a des directives absentes ou mal comprises de la part du personnel, des procédures administratives complexes. Donc là, ici, c'est important de comprendre que l'organisation est responsable de bien former le personnel et de donner des directives claires également pour qu'on soit en mesure de s'occuper de répondre aux besoins des personnes qui vivent dans les milieux de vie collectifs. Donc, il y a cette responsabilité-là légale. Donc, l'organisation offre les soins via les employés. Donc, il y a une reconnaissance légale de ce côté-là. Capacité organisationnelle réduite, formation inadéquate du personnel non mobilisé. Et là, ça aussi, gardez ça en tête parce qu'on va revenir de ce côté-là. C'est sûr que la maltraitance organisationnelle dans les milieux de vie collectifs est souvent exprimée beaucoup plus sous forme de négligence comme telle. Donc, quand on ne donne pas suffisamment de ressources aux employés, on tomberait dans la négligence à ce moment-là. J'espère que vous me suivez encore. Donc, quelles sont les manifestations de maltraitance organisationnelle en milieu de vie collectif par année? Donc, je vais vous présenter différentes études qui ont regardé un peu plus en profondeur des aspects de la maltraitance organisationnelle. Et je suis certaine, et c'est pour ça que j'ai choisi ces exemples-là, que vous allez faire « Ah oui, ça fait du sens. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, c'est comme ça des fois dans mon organisation. » Donc, l'idée de la Journée internationale de sensibilisation de la maltraitance, c'est justement de sensibiliser à la maltraitance. Et là, je veux vous faire allumer des petites lumières, vous sensibiliser que certaines pratiques qui, des fois, à première vue, on ne fait pas « Ah, ça, c'est de la maltraitance organisationnelle », en est. OK? Donc, je veux aiguiser votre flair par rapport à identifier la maltraitance organisationnelle. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de régler les problèmes, pas de la cacher, la maltraitance, et ça peut très bien se régler. Donc, c'est pour ça que je parlais d'apprendre des erreurs des autres dans le titre, parce que c'est ça qu'on va présenter, certaines erreurs qui sont en fait souvent courantes dans différentes organisations, mais je vais vous donner des exemples. Donc, un des problèmes qu'on voit souvent, et qu'on ne considère pas nécessairement comme de la maltraitance organisationnelle, c'est vraiment qu'il y a une certaine obligation des établissements de soutenir le consentement des résidents aux soins, à différents éléments qui se passent dans l'organisation. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que les processus ou le processus de consentement est inadéquat. Okay? Vous allez voir, des fois, on fait les choses un peu à la va-vite.
et ça, c'est problématique comme tel. Fait que je vais vous montrer des exemples concrets. Donc, dans une étude de Barton en 96, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les personnes travaillant, le personnel dans les milieux de vie collectifs était négligent. C'est-à-dire que le consentement éclairé et informé des résidents n'était pas soutenu et surtout par le fait qu'on ne tenait pas compte que certains résidents n'étaient pas en mesure de consentir. Donc, il n'y avait pas les capacités à consentir. Cette problématique-là, souvent, elle va être ancrée, c'est là que je vous dis que je suis dans le très concret, dans les problèmes au niveau de la documentation. OK? Donc, c'est très difficile d'appliquer du consentement éclairé si ce n'est pas clair quelle personne est apte à consentir ou sous quelles conditions ou qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner dans le consentement. Des exemples qui étaient donnés dans cette étude-là, c'était indiqué dans le dossier du résident qu'il y avait un représentant, donc il y a quelqu'un qui était là pour donner le consentement, puisque la personne ne pouvait pas, le résident ne pouvait pas. Mais il n'y avait aucune documentation dans le dossier légal ou des documents qui disaient c'était qui, comment les rejoindre ou comment procéder. Donc, c'est écrit un représentant, mais même si le personnel voulait appliquer et dire, bon, ben, on va prendre le proxy pour prendre la décision, ben, c'était pas clair comment faire et c'était qui, et etc. Donc, ça, c'est un problème. Fait qu'en fait, si on veut aider le consentement éclairé ou un consentement par un représentant, il faut que l'information soit bien écrite au dossier. Aussi, parfois, il y avait des directives avancées au dossier. Donc, ça pouvait être de dire, bon, ben, je veux pas de gavage, je peux pas me nourrir, je veux pas être réanimé, bon, des choses comme ça. Mais la façon que c'était écrit ou présenté dans le dossier, c'était pas conforme à la loi. Donc, le problème à ce moment-là, c'est si c'est pas écrit correctement, ça devient compliqué de dire, je vais l'appliquer, je vais pas l'appliquer. Donc, ça devient pas clair, finalement, de est-ce qu'on l'applique ou pas. Donc, c'est un souhait, un choix de la personne, mais qu'on n'est finalement pas capable d'appliquer. Donc, même si elle a donné son consentement, l'application de son choix est compliquée du fait que les dossiers ne sont pas tenus adéquatement. Vous allez voir, je vais revenir beaucoup sur tout ce qui est documentation et dossiers. C'est un des maillons faibles de la maltraitance organisationnelle. Je vais vous donner plusieurs exemples à cet effet-là. Et encore là, pour les résidents qui étaient déclarés inaptes, souvent le consentement aux soins n'était pas effectué selon la loi. Dans ce cas-ci, ce n'était pas au Canada, c'était dans un autre pays, mais l'idée de base, c'est que si les résidents sont déclarés inaptes, il faut que le personnel soit formé pour savoir comment procéder à ce moment-là au consentement aux soins, ce qui n'était pas toujours le cas. Une autre étude aussi a regardé le consentement à la vaccination en CHSLD. Ça, c'était en 2005, donc on s'entend que c'était pré-pandémie et on peut très bien imaginer post-pandémie et pendant la pandémie, ces questions-là aussi se soulèvent encore beaucoup. Un des points, c'est que pour l'organisation, il est important que le taux de couverture vaccinale soit élevé. Donc, comme j'ai dit, avec le vécu de la pandémie, c'est clair que ça fait du sens. Il reste que les gens ont le droit de refuser de la vaccination. Okay? On le voit de plus en plus, les taux de vaccination baissent, mais il reste que c'est un choix, on a le droit de refuser. Donc, et puis là, c'est important de comprendre, l'organisation veut un haut taux. Donc, des fois, le consentement à vaccination laisse à désirer parce que ça va un peu à l'encontre de ce que l'organisation veut. Et l'organisation se dit, ben, à long terme, c'est bien que tout le monde soit vacciné le plus possible parce que ça protège tout le monde. OK? Donc, ça ne part pas nécessairement d'une mauvaise intention, mais des fois, on coupe les coins ronds. Donc, dans l'étude de, excusez, je ne serais pas capable de dire le nom, Verwich et collaborateurs en 2005, ils se sont rendus compte que dans certains établissements, qui est à peu près 11% des établissements de soins de longue durée, les résidents et leurs représentants recevaient l'information liée à la vaccination en groupe.
et non de façon individuelle. Donc, c'est plus compliqué peut-être des fois de comprendre, de poser des questions si ce n'est pas fait de façon individuelle. On a une discussion par rapport à ce que c'est approprié ou non pour moi, puis il va avoir le temps de poser des questions. Et ça, c'était pour les résidents et les représentants. Okay? Donc, formation de groupe, puis ensuite, go, on va avec la vaccination. Il y avait 16% environ des établissements qui envoyaient aux représentants, donc aux familles, l'information seulement dans une infolette ou sur un tableau d'affichage. Donc, en fait, les familles étaient informées par écrit et si tu manquais l'infolette ou le tableau d'affichage, tu n'étais pas au courant. Donc, c'est encore pire finalement que l'idée d'information de groupe. De cette façon-là, tu n'as pas vraiment l'opportunité de poser plus de questions nécessairement. Là, ça peut être beaucoup plus complexe de commencer à écrire à quelqu'un et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe versus le faire verbalement aussi. Et aussi, c'est qu'ils partaient avec l'idée de consentement tacite pour les résidents INAP. Donc, ils disaient, bon, on vaccine les résidents INAP à moins que ça soit clair qu'il y a un refus. Sinon, on vaccine. Donc, ce n'était pas je demande s'ils veulent un vaccin, mais je pars avec l'idée qu'ils veulent un vaccin, puis il faut vraiment qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, sinon je le donne. Ce qui n'est pas vraiment le consentement éclairé. Normalement, c'est à la personne de dire oui et pas de dire que tout le monde dit oui, à moins du contraire. OK? Donc, et ce qui se passait, c'est qu'ils ont démontré que les établissements qui prenaient le temps de faire un consentement explicite, de dire je dois avoir un oui, sinon je ne vaccine pas, versus je vaccine tout le monde en moins d'un non, bien, leur taux de vaccination était beaucoup plus faible que les établissements qui partaient avec l'idée on vaccine tout le monde à moins d'un non clair. OK? Donc, ça fait vraiment une différence dans le taux de vaccination de prendre le temps de dire aux gens est-ce que tu veux te faire vacciner ou pas, versus de vacciner tout le monde et d'attendre que ceux qui ne veulent vraiment pas aient un refus clair. Ce que ça veut dire, c'est que en ne prenant pas le temps d'un consentement éclairé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'opportunité de dire non et qui ne voulaient probablement pas vraiment. Donc, on tombe vraiment dans un mauvais processus de consentement, mais qui, au bout du compte, est payant pour le CHSLD qui a un taux de couverture vaccinale plus élevé. Fait que ça, c'est important à réfléchir parce que ça veut aussi dire que si on met de la pression, par exemple, dans le cas de vaccination aux établissements, il y a peut-être un risque qu'on dit on vaccine tout le monde à moins qu'ils refusent. Donc, il faut faire attention aussi au niveau de la pression qu'on met sur les établissements à atteindre certaines statistiques parce que ça peut faire aussi qu'on va aller un petit peu vite au niveau du consentement pour obtenir aussi l'avantage et de paraître que le taux de vaccination est plus élevé, par exemple. Donc, c'est une réflexion à avoir là-dessus. Il faut faire attention au choix personnel. Ce n'est pas supposé que le choix de l'organisation passe par-dessus le choix personnel. Là, je vous amène vers autre chose et j'ai trouvé un groupe de recherche qui ont suivi un processus de changement dans le temps et pour voir justement est-ce que ça dégrade de plus en plus avec le temps. Donc, je vous ai parlé de processus de consentement aux soins. Puis, en parlant du consentement aussi, des fois, j'ai vu des articles, je n'avais pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais aussi sur les choix par rapport à la sexualité, l'intimité en CHSLD. Je sais que c'est un sujet quand même important aussi dans les milieux de vie collectifs. Donc, tout ce qui est consentement, si les procédures ne sont pas claires pour dire comment soutenir le consentement, il y a des dérives et souvent, on va tomber dans la maltraitance organisationnelle. L'autre aspect où que les problématiques souvent se développent, c'est quand on va gérer un processus de changement. OK? Ça peut être un changement positif, on ajoute des choses pour le bien-être des résidents, mais ça peut être aussi, on doit réorganiser parce qu'on a moins de ressources. Et dans les deux cas, il y a un danger de maltraitance organisationnelle. C'est de ça qu'on va parler ensemble. Donc, il y a l'idée de manque de ressources, mais aussi mauvaise planification des effectifs quand on parle de changer les choses en bien ou en mal. Ça peut déraper dans certains cas. Donc, je vais vous parler du projet SHRP, donc Swiss Nursing Home Human Resources Project.
Donc, c'est un projet en Suisse qui a eu lieu dans les CHSLD, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, qui a duré sur plusieurs années. Et eux, ils se sont attardés à étudier quelque chose de super intéressant. Puis je pense que comment que ça se passe au Québec présentement, c'est une variable ou un processus qui devrait nous intéresser. Ils parlaient de rationnement. OK, je vais vous le définir par la suite, qu'est-ce qu'on entend par rationnement. Donc, ils ont fait une étude dans 156 CHSLD auprès de qui ont 4307 travailleurs qui donnent des soins directs, dont 25 d'infirmières diplômées. Les données les premières données que je vais vous présenter sont vraiment en lien avec les procédures de rationnement que les infirmières appliquent. Donc, je ne vise pas nécessairement les infirmières, mais il reste que c'est souvent elles qui vont gérer les soins directs et en période de pénurie, et c'est souvent elles qui vont prendre les décisions de qu'est-ce qu'on priorise versus pas. Et je trouve que c'est intéressant de regarder ce concept-là. Fait que je suis certaine s'il y a des gens ici qui écoutent, qui travaillent dans les soins de longue durée, le mot rationnement vous dit quelque chose. Et je trouvais important d'aller un peu plus loin. Donc, la première étude, je vais vous présenter un peu les 3 études, qu'est-ce qui en ressort. Donc, une en 2015, 2021 et 2022. Et vous allez voir que le rationnement peut jouer des tours à long terme. Donc, dans l'étude, le rationnement des soins infirmiers, c'est vraiment un rationnement implicite. Donc, c'est des décisions qui sont prises sur le terrain. Fait que c'est vraiment le retrait ou l'absence de la réalisation de certaines activités de soins infirmières parce qu'il y a un manque de ressources. Donc, on dit, ben là, je manque de temps, je manque de ressources, je vais couper à certains endroits. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où les gens coupent, finalement, quand on a moins en moins de ressources. La psychologie des infirmières qui ressortent dans ces études-là, c'est qu'ils vont principalement prioriser les besoins médicaux et la sécurité. OK? Donc, ce qui est quand même les besoins de base, mais c'est aussi des besoins très centrés sur le bien-être physique, jusqu'à un certain point, parce que vous allez voir la suite. Et ils vont surtout réduire la communication et le soutien émotionnel, donc les aspects psychologiques. OK? Ils vont réduire la documentation. Le deuxième article est spécifiquement sur la documentation. Je vous ai dit tantôt, si on parlait de problèmes de documentation et du consentement, là, on va aller plus loin par rapport à l'idée de documentation. Tout ce qui est l'éducation aux résidents, à la famille, ils vont couper là aussi. Ils vont même couper aussi les soins de la peau, la mobilisation et l'hygiène, les soins d'hygiène également. Donc, on est vraiment dans besoins médicaux et sécurité. Fait qu'on va même jusqu'à couper les soins d'hygiène. Okay. Puis, on va revenir un petit peu plus en détail par rapport à ça. Important comprendre qui est ressorti de l'étude, c'est quoi qui influence finalement ce rationnement-là? Dans l'étude, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le rationnement, donc de mettre des stratégies en place pour couper où on peut, n'était pas associé au stress au travail dû à un manque de préparation. Donc, ce n'était pas vraiment on manque de formation, on ne sait pas quoi faire, on est stressé. C'était pas ça. Donc, le rationnement n'était pas dû à ça. Le rationnement n'était pas relié au niveau de personnel, donc à la quantité de personnel. Inquiétez-vous pas, je vais vous montrer les facteurs associés ensuite. Mais je voulais juste vous placer tout de suite que ce n'est pas le niveau de personnel, ce n'est pas un stress parce qu'il manque de préparation, ce n'était pas le taux de roulement du personnel, de rotation du personnel, et ce n'était pas le leadership non plus qui faisait qu'il y avait une augmentation du rationnement. Là, je suis certaine que vous avez hâte de voir le punch. Il y en a plusieurs, vous allez voir dans la présentation. Donc, les facteurs qui étaient associés au rationnement des soins infirmiers étaient les éléments suivants. Et c'est intéressant parce que le rationnement dépendait du type de facteur aussi. On ne coupe pas les mêmes choses aux mêmes places, dépendamment du stress qu'on vit. OK? Fait que ça, je trouve que c'était une bonne leçon de comprendre que certains types de stress amènent certains types de rationnement. Donc, le stress dû au conflit ou au manque de reconnaissance. Donc, autrement dit, quand ça ne va pas bien avec l'équipe, ça ne va pas bien avec l'organisation, puis je ne me sens pas reconnue. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont ce sentiment-là au travail présentement.
Bien, ça l'amenait un rationnement des soins sociaux. Donc, autrement dit, on avait moins d'interactions sociales avec les résidents, avec les familles. C'est comme si on ne voulait pas interagir socialement. Donc, on se retourne un peu vers soi, puis on laisse tomber cet aspect-là social du travail. Quand le stress était lié à la charge de travail, aux effectifs, l'adéquation des ressources, en gros, on est débordé. Ça n'a juste pas d'allure. Bien là, on coupait dans la documentation. OK? Vous vous rappelez tantôt quand je vous parlais que le consentement éclairé était affecté par la documentation? C'est que quand les gens sont débordés, première chose, on arrête de prendre des notes, on fait moins, donc la documentation est délaissée. Et quand le stress était dû principalement à la charge de travail, donc on est trop débordé, on allait rationner les activités de la vie quotidienne puis les soins. OK? Donc, la charge de travail. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes, je vous l'ai dit tantôt. Ce n'est pas le nombre de personnes là, qui joue un rôle. C'est la charge de travail. Vous allez me dire que c'est peut-être relié, mais c'est la perception ou le stress dû à la charge de travail qui fait que là, on va commencer à enlever même des soins, là. OK, puis des activités de la vie quotidienne, incluant justement, comme on parlait tout à l'heure, les soins d'hygiène et des éléments comme ça. Donc, dépendamment du stress vécu, on n'enlève pas les mêmes choses. Et ça, c'est important à comprendre. Fait que c'est vraiment une perception de stress qui va faire une grosse différence. Dans la deuxième étude, on a regardé plus précisément le rationnement de la documentation électronique. Je trouve important de présenter ça parce qu'en ces temps où on s'en va vers des dossiers électroniques, de voir qu'est-ce qui fait que finalement, même en ayant les dossiers électroniques, on va peut-être pas faire la documentation correctement parce que justement, il se passe des choses dans l'environnement et mener à la maltraitance organisationnelle. Ce qu'ils se sont rendus compte en faisant l'étude, c'est que la moitié des infirmières faisaient du rationnement de la documentation électronique. On l'a vu tout à l'heure dans les données que on cesse quand on est surchargé de travail, qu'il y a un stress dû à la charge de travail, c'est la première des choses qu'on laisse tomber, c'est la documentation. Et surtout, ce qu'ils vont arrêter de faire, c'est étudier, développer ou mettre à jour les plans de soins. Je sais que ça se passe aussi au Québec, puis je comprends, comme je dis, c'est relié à la surcharge de travail. C'est, par exemple, quand on veut avoir des données, nous autres, en recherche par rapport aux dossiers en CHSLD, souvent, des fois, la documentation date de très longtemps, les plans d'intervention, etc. Puis, on se le fait dire, les gens n'ont juste pas le temps de le mettre à jour et ils se concentrent finalement sur les soins concrets directs aux résidents. Qu'est-ce qui est associé au rationnement de la documentation elle-même? Super important. La perception de l'utilité du système de dossier médical électronique. Donc, en bref, s'ils ne trouvaient pas ça utile, le système de dossier médical électronique, c'est une des premières choses qu'ils laissaient tomber puis qui ne tenaient pas à jour. L'autre aspect, donc, je trouve que c'est important aussi dans l'implantation de la documentation électronique, c'était l'accès à un nombre suffisant d'ordinateurs. Donc, quand il n'y a pas assez d'ordinateurs disponibles pour mettre à jour la documentation électronique, souvent, c'est là que les gens vont couper. Si c'est compliqué d'avoir accès, on coupe de ce côté-là. Donc, en temps de surcharge, on laisse tomber la mise à jour des dossiers, y compris les dossiers électroniques, surtout s'il n'y a pas assez d'ordinateurs et qu'on trouve que ce n'est pas vraiment utile comme tel. Et ce qu'ils ont fait aussi dans cette étude-là, c'est qu'ils ont suivi le rationnement, les comportements de rationnement des infirmières sur 5 ans. Et il y a eu une détérioration des conditions sur les 5 ans de suivi, c'est-à-dire que la quantité de personnel a continué à descendre, la quantité d'infirmières a continué à diminuer aussi, et il y a eu un haut taux de roulement aussi du personnel sur 5 ans. Donc, on comprend que si on ne s'attarde pas aux problèmes de base et que les gens commencent à appliquer du rationnement, si on suit la logique de cette étude, c'est qu'à long terme, ça va juste continuer à empirer ce rationnement-là. Donc, il y a eu vraiment une augmentation du rationnement à long terme de la documentation. Donc, les gens vont de moins en moins tenir à jour la documentation, même avec de la documentation électronique.
tout ce qui est activités sociales, surtout les activités 1-à-1 plus précis que les résidents sont tombés de plus en plus. Et les AVQ, donc les activités de la vie quotidienne, c'est surtout les soins d'hygiène personnelle et les soins bucco-dentaires qui ont été de plus en plus délaissés. On s'entend qu'à long terme, c'est pas une bonne idée, premièrement pour la dignité de la personne, pour la personne elle-même, mais par rapport à la santé également. Donc, vous pouvez voir que si on commence à avoir des comportements de rationnement, c'est que ça va juste empirer à long terme si les conditions de travail empirent à long terme et la charge de travail empire. Ça semble logique, mais c'est bon de voir que c'est démontré et pour les gestionnaires qui nous écoutent et pour les gens qui travaillent en CHSLD, c'est clair qu'une des premières choses, quand on manque de personnel, un des premiers signes qu'on va voir, c'est la documentation qui va souffrir. Fait que ça, c'est un point à regarder. Comme je disais tantôt, il y a le consentement aussi. On prend des raccourcis par rapport au consentement, mais aussi la mauvaise documentation n'aide pas au consentement également. Et les activités sociales partent et l'hygiène personnelle. Donc, ce que ça dit pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous commencez à voir ces éléments-là apparaître, c'est parce qu'il y a une surcharge et on commence à tomber dans la maltraitance organisationnelle et qu'il faut rétablir, enlever le stress relié à la charge de travail, sinon ça va juste décliner dans le temps. Je l'ai souvent dit, au niveau de la maltraitance, si on ne s'en occupe pas, que ce soit à domicile, que ce soit des personnes, que ce soit des organisations, ça ne fait qu'empirer, ça ne se règle pas tout seul. Donc, il faut en tenir compte, voir les signes et s'y attarder également. Je voulais vous amener aussi un autre élément qui est plus une fausse bonne idée. Parce on est beaucoup dans la bien-traitance, améliorer les conditions quand on le peut, parce que là, les exemples que je viens de vous montrer, des fois, ça ressemble un peu plus à ça, ce qu'on voit. Mais dans Burns, dans une étude de 2013, il rapportait l'expérience d'un établissement de soins de longue durée qui avait essayé de dire « Hey, on veut améliorer l'expérience repas des résidents pour que ça soit plus agréable. » Fait qu'on voudrait un style restaurant. Mais aussi, c'était pas juste pour dire qu'il y avait une expérience plus positive, les résidents. C'était aussi pour dire, ben, ils vont avoir un meilleur apport nutritionnel. Donc, autrement dit, ils vont manger probablement mieux et plus en étant dans une ambiance plus agréable comme ça que ce qu'ils proposaient avant. Donc, bonne idée en partant. Moi, je suis d'accord avec ça, de dire, hey, on va avoir un style restaurant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'implantation, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs problèmes et que ça l'a mené justement à une situation de négligence pour certains résidents. Donc, il faut comprendre la logistique autour de tout ça. On s'entend que si c'est une salle à manger, style restaurant, il faut déplacer tous les résidents vers cet endroit-là et placer les gens autour des tables pour qu'ensuite on puisse les servir aux tables. Un des problèmes était que la salle à manger était sur un autre étage que les toilettes. OK? Donc, ça sous-entendait que le personnel devait consacrer beaucoup de temps au déplacement des résidents à l'aide d'un seul ascenseur. OK? Toujours bon d'avoir plusieurs ascenseurs, mais là, un seul ascenseur. Donc, vous pouvez voir la file, les gens qui sont amenés en fauteuil roulant, marchette, chacun leur tour, prend l'ascenseur, revient, vient chercher d'autres personnes parce que souvent, en soins de longue durée, on a besoin d'aide aussi pour se mobiliser. Et là, le problème, c'est que les salles de bain, une fois rendues en haut, on mange, c'est beau, mais si certaines personnes devaient utiliser les toilettes, il fallait reprendre l'ascenseur, les ramener en bas pour qu'ils soient en mesure d'aller à la salle de bain. Et c'est là que ça a été principalement problématique, c'est que c'était compliqué et là, ça a fait que certains résidents ne se rendaient pas à temps aux toilettes. Donc, dans la planification de cette, entre parenthèses, fausse bonne idée, c'est qu'ils ont oublié cet aspect-là que les salles de bain, il doit y avoir des salles de bain à l'étage et qu'un seul ascenseur, peut-être que ce n'était pas suffisant pour être en mesure d'offrir ce type de service-là. Pourquoi je vous présente ça? Parce que, comme je dis, des fois, il ne faut pas juste penser que les gens sont méchants qui font de la maltraitance organisationnelle. C'est que même quand on a des bonnes intentions, il faut être à l'affût et bien planifier et évaluer ce qu'on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas des désavantages et
de la maltraitance. Donc, autrement dit, la façon qu'on a structuré les pratiques et les procédures cause du tort, comme dans ce cas-ci. Fait que et ça, je veux que vous compreniez, ça ne prend pas nécessairement des mauvaises intentions pour être maltraitant. Les bonnes peuvent mener aussi à certains problèmes. Donc, on va parler un petit peu plus vers la fin, l'essence de la maltraitance organisationnelle. Juste des choses à vous souvenir aussi pour être capable de la détecter. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que la maltraitance organisationnelle est surtout présente lorsque les besoins clinico-administratifs sont priorisés à tout prix, au détriment des besoins des usagers, des personnes, puis des familles, je dirais aussi. Donc, en bref, c'est que lorsqu'on choisit l'établissement plutôt que les résidents, puis même les familles. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Non-reconnaissance des besoins des résidents. On l'a vu de différentes façons dans les exemples que je vous ai donnés. Le consentement va être bafoué parce qu'on dit hey, on veut des autos de vaccination. Fait que, à moins qu'ils disent non, on va les vacciner. Une mauvaise planification, comme on voit dans l'exemple du restaurant, de la salle à manger restaurant. Et aussi l'absence d'évaluation des conséquences des mesures mises en place. Le rationnement aussi, on le fait, mais on n'évalue pas c'est quoi les conséquences de ce rationnement-là. Donc, on dit on n'a pas le choix, on manque de ressources, donc on va faire ça. Mais on évite surtout d'évaluer les conséquences négatives. Vous vous rappelez, dans la définition de maltraitance, tort et détresse causée aux personnes. Et c'est ça qu'on est supposé d'évaluer puis d'aller voir quand on fait des changements. Pas juste faire les changements parce qu'on n'a pas le choix de les faire et c'est demandé d'être fait. Souvent, on oublie que ça a des conséquences aussi sur les familles et les représentants. On le voit un peu avec le consentement que je parlais au début pour dire qu'il y avait une rencontre de groupe où ils recevaient une infolette pour dire qu'il allait avoir de la vaccination, ce qui ne donne pas toujours le temps de réagir et d'être capable de défendre les droits aussi des personnes et des résidents. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si on ne s'en occupe pas, puis on fait semblant que ça n'existe pas, il y a vraiment une détérioration à long terme. Et plus on est rendu loin, plus ça peut être difficile des fois de revenir et de replacer les choses dans l'organisation. On parle de conditions de travail. Donc, il faut des structures de soutien pour le personnel, mais il faut que le personnel soit aussi en mesure de ne pas vivre du stress intense dû à la charge de travail parce que ça les oblige à prendre des décisions crève-cœur de réduire, par exemple, le soutien, on parlait à l'hygiène personnelle, les loisirs, etc. Puis on s'entend que les employés ne font pas de gaieté de cœur, ce qui cause la détresse chez les employés aussi. Et justement, la santé des résidents, c'est démontré qu'elle va être améliorée quand les employés ont une charge de travail équilibrée et des affectations stables également. Fait que ça c'est déjà démontré. Puis, ce que ça dit aussi, c'est que c'est important d'avoir des approches participatives puis de prendre des décisions éclairées par rapport aux pratiques et procédures en impliquant tout le monde. Parce que si c'est seulement l'organisation qui prend les décisions sans nécessairement impliquer les employés, les comités de résidents, les usagers, les familles, bien, ils voient juste la réponse à leurs besoins. Et c'est là qui est le problème de base, selon moi, c'est qu'on ne voit plus les besoins des autres personnes et on se concentre sur nos propres besoins qui est d'atteindre nos statistiques, de vacciner tout le monde, même si au bout du compte, peut-être ça va être bon pour tout le monde. Donc, on perd de vue les besoins des autres, puis c'est vraiment en travaillant ensemble et en tenant compte de tout le monde, y compris l'organisation également, qu'on va trouver des idées meilleures pour améliorer les choses et éviter d'être dans la maltraitance organisationnelle. Donc, normalement, si on est face à la maltraitance organisationnelle, c'est important de développer un plan d'action pour corriger la situation, de créer des équipes aussi de soutien dans le milieu de vie qui aident, comme j'ai dit, tous les établissements vont recevoir des plaintes et des signalements. L'idée, c'est d'avoir une équipe prête qui est bonne à travailler ensemble avec l'opinion de plusieurs types de personnes pour être en mesure de mettre en place des solutions qui vont être gagnant pour tout le monde. Et quand on met des procédures et des pratiques en place, il faut aussi les évaluer puis faire un suivi et aussi surtout quand il y a eu des personnes qui ont été maltraitées puis pour lesquelles qui ont vécu du tort et de la détresse, de faire ce suivi-là puis de voir si finalement ça s'améliore pour tout le monde aussi. Parce que sinon aussi, à un moment donné, on commence à voir, tu sais, si c'est pas fait, il va y avoir des actions en justice qui peuvent être amenées par la famille. On peut se rendre aux criminels et on se souvient aussi qu'il y a une modification de la loi 6.3 en avril 2022 par rapport à la maltraitance organisationnelle. Les commissaires aux plaintes à la qualité des services, quand il y a plusieurs cas,
dans un même établissement où il y a des pratiques ou procédures qui vont être susceptibles de compromettre la santé ou bien-être d'un usager ou vraiment de plusieurs, ben à ce moment-là, ils doivent transmettre cette information-là au directeur général d'établissement ainsi qu'au ministre une copie des conclusions. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, si on ne règle pas les choses et ça continue, on monte et il y a maintenant aussi des sanctions pour les organisations quand ils ne prennent pas en compte je dirais, plaintes et signalements, ces avertissements-là. Je vais vite un peu. N'oubliez pas que si vous avez des questions, y compris pour la maltraitance organisationnelle, vous pouvez toujours rejoindre Ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné, qui est une ligne téléphonique pour les professionnels, puis pour le reste des gens aussi. C'est des professionnels qui vous répondent. Vous pouvez rejoindre au 1-888-489-2287. C'est disponible de 8h à 8h. Donc, maltraitance organisationnelle, ils s'occupent de ça aussi. Là. Vous pouvez leur parler. C'est important de comprendre ça. Point à retenir avant de vous laisser la place à vos questions et à vos réflexions. Je ne vois pas du tout s'il y a des commentaires. Fait Kevin, j'ai hâte de voir s'il y a des surprises. Donc, ce qu'on se rappelle, c'est qu'il y a surtout de la négligence envers les résidents en établissement de soins de longue durée. C'est sûr qu'il y a de la violence aussi, mais je vous dis, ça se concentre principalement là-dessus. On est vraiment dans le point de donner des besoins de base et on ne considère plus le bien-être des résidents. Et ça, c'est problématique. Là. On est vraiment, comme on montrait tout à l'heure, en mode survie et non de dire je veux le bien-être des résidents. Il faut vraiment surveiller les processus de changement des pratiques et des procédures. C'est souvent là que, il va se passer des choses peut-être plus négatives pour certaines personnes impliquées. Gardez en tête de quand vous faites des changements de pratiques et procédures, de mettre du monde ensemble pour être sûr de remplir les besoins de tout le monde et pas juste de l'établissement. Puis même quand l'intention est d'améliorer les services, des fois, on peut mal planifier et qu'il y a du tort. Donc, il faut vraiment faire un suivi des changements auprès de différentes personnes impliquées pour s'assurer que ça se passe bien et régler rapidement les problèmes qui se présentent. Je vous l'ai dit au début, on a Cible Grise, il y a d'autres épisodes disponibles, dont le numéro spécial, l'épisode spécial pour la journée de sensibilisation qui est déjà disponible sur la maltraitance, oui, la fraude amoureuse. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci grandement d'avoir été avec nous pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à écrire à l'adresse courriel de la chaire info@maltraitancedesainées.com. Elle se trouve aussi dans la description de la vidéo. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue et qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Donc, le 1-888-489-2287.